Nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Dr Smaïla Ouedraogo. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame. Merci de nous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Quels sont les acquis engrangés par votre ministère depuis votre arrivée? En matière de jeunesse, les principales activités que nous avons eu à conduire au cours de cette année peuvent se décliner comme suit. Nous avons, dans le cadre de l'opération permis de conduire, qui vise deux objectifs. Le premier objectif étant d'amener le plus grand nombre de jeunes burkinabés à connaître le code de la route. Et le deuxième objectif, qui est en réalité l'objectif principal, est favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers l'obtention du permis de conduire, qui est un diplôme devant leur permettre d'avoir accès à des métiers comme les conducteurs. Donc dans le cadre de ce programme-là, nous avons formé 3000 jeunes au cours de l'année 2017. À côté de ce programme, nous avons également des activités d'animation de la jeunesse. Ces activités se font dans les centres d'écoute et de dialogue pour jeunes. Et en matière de ces centres-là, cette année, nous avions programmé la construction de deux, dont l'un à Ouaga, l'autre à Kaya. Celui de Kaya est en voie d'achèvement, mais celui de Ouagadougou, malgré le transfert des ressources qui ont été faites, a connu des difficultés. À côté de cette activité, il y a également le programme national de volontariat. Donc il y a une mission d'améliorer l'employabilité des jeunes, mais surtout une mission de formation citoyenne et patriotique de la jeunesse. Ça consiste à enrôler les jeunes et à les mettre à la disposition de l'administration publique en fonction des compétences des uns et des autres pour leur permettre de comprendre comment l'administration fonctionne, mais également il y a une séance, une période où ils bénéficient d'une formation en civisme et en patriotisme et en citoyenneté. Et en matière toujours de jeunesse, une activité phare que nous avons eu à mener, c'est les États généraux de la jeunesse, qui est un cadre de concertation qui a permis aux jeunes de passer en revue l'ensemble des difficultés auxquelles ils font face et d'en proposer des solutions. Je peux résumer que ces états généraux ont débouché sur 2 résolutions fermes des jeunes, 11 recommandations et 2 motions. En dehors de l'activité de promotion, d'éducation permanente de la jeunesse, nous avons également, comme je le disais tantôt, l'activité de formation. En matière de formation, dans le cadre du programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement professionnel et technique, appelé le PAPS, que vous entendrez tantôt, nous avons pu former 18 255 jeunes au cours de l'année 2017 à la formation des métiers, et nous avons adopté 19 référentiels supplémentaires aux référentiels qui existent en matière de formation et d'évaluation pour les métiers. À côté de ces formations, nous avons également ce que nous appelons les formations par apprentissage, qui consiste à placer les jeunes dans des ateliers pour que ces jeunes-là puissent apprendre les métiers. Donc, pour ce qui concerne la formation par apprentissage, nous avons pu, au cours de l'année 2017, placer 11 080 jeunes dans des ateliers, des ateliers de soudure, de mécanique, de ménagerie, afin que ces jeunes-là puissent apprendre ces métiers-là. Dans le cadre également du programme emploi des jeunes et développement de compétences, nous avons pu, au cours de l'année 2017, former, développer les compétences de 4 500 jeunes au cours de l'année 2017. Et je voudrais terminer sur ce point en évoquant le programme, le fameux PGN, Programme Emploi des Jeunes pour l'Éducation nationale. Dans ce cadre-là, 3150 jeunes diplômés de nos universités ont été recrutés et sont en train d'être formés pour pouvoir être redéployés au niveau de l'éducation nationale. Et parallèlement à ce programme également, nous avons eu le recrutement et la formation en cours. Cette formation prendra fin dans le mois de janvier de 110 jeunes dans la conduite des engins lourds et dans les BTP. À ce propos, je voudrais signaler que pas plus que la semaine passée, en prélude de la sortie de ces jeunes-là, de ces 110 jeunes, nous avons eu une rencontre avec les responsables des mines et des BTP pour attirer leur attention en leur apportant l'information qu'il y a ces 110 jeunes qui sortiront et que nous sommes prêts à les accompagner dans leur recrutement, c'est-à-dire à faire en sorte que s'ils désirent les compétences de ces jeunes-là, apprendre ces jeunes
les premiers instants, l'État pouvant s'occuper du paiement, donc des indemnités, des allocations, donc, qui vont permettre à ces jeunes d'aller travailler convenablement pour qu'en contrepartie, l'année qui suit, ces entreprises-là les fassent un contrat en bonne et due forme. Pour ce qui concerne l'insertion professionnelle, nous avons principalement deux grosses activités. C'est l'amélioration de l'employabilité des jeunes, faire en sorte que les jeunes soient vendables, entre griffes, parce que si vous n'avez pas des compétences à vendre, personne n'aura besoin de vous, mais également l'activité qui consiste à inciter à la création d'entreprises, à la création de l'emploi. Dans le domaine de l'employabilité, en dehors des formations déjà citées, nous avons ce qu'on appelle les stages d'initiation. Ces stages d'initiation consistent à placer des jeunes dans des entreprises, des jeunes qui viennent de quitter la formation, qui n'ont pas d'expérience, qui viennent de quitter nos universités, qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Nous les plaçons dans les entreprises, soit souvent des banques ou dans des entreprises même publiques, surtout privées. Et durant leur première année donc, de placement, c'est le gouvernement qui subvient entre griffes, donc aux charges liées, c'est des indemnités de stage dont ils bénéficient, avec la perspective que, en se frottant au monde du travail, ils se fassent une idée claire de ce que c'est que le monde du travail et qu'en vendant également leurs compétences, que les entreprises puissent les garder. À côté de ces stages d'initiation, nous avons ce que nous appelons les stages de pré-emploi. La voie normale, c'est qu'après un stage d'initiation, vous entrez dans un stage de pré-emploi. Le stage de pré-emploi concerne les diplômés de nos universités également et les personnes qui ont des qualifications. Et ça consiste également à placer ces gens au niveau des entreprises et on les paie pendant la première année et durant la seconde année, l'entreprise en question est chargée donc de les prendre en charge à travers un contrat en bonne et due forme. À ce jour, au compte de l'année 2017, nous avons pu placer au compte de ces deux types de stages 4000 jeunes, dont environ 2000 donc par composant. À côté de ces stages, c'est comme ce que je disais, il y a l'activité, l'appui à la création d'entreprises, l'appui à la création d'emplois. Pour cela, nous avons l'outil principal, c'est le financement des micro-projets. Et ces financements, au cours de l'année 2017, nous avons pu financer 17 460 projets présentés par les jeunes à travers les 3 fonds du ministère que sont le FASI, le FAPE, le FAISE et le programme d'appui d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. À côté de cela, nous avons pu également appuyer des jeunes qui ont été formés au métier que j'annonçais plus haut, avec des kits d'installation, un système d'aide qui fait que ces jeunes-là, une fois ayant appris le métier, ils ont 2 alternatives, soit aller travailler pour quelqu'un ou aller eux-mêmes s'installer à leur propre compte. Dans ce cadre-là, nous avons pu doter 2600 et quelques jeunes de kits pour leur installation. Et dans le cas des TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 28 000 jeunes ont été également enrôlés cette année, donc dans le cadre de cette activité. Au total, nous pouvons dire qu'au cours de l'année donc 2017, sur la base des estimations que les différents micro-projets doivent créer comme opportunité d'emploi, nous estimons que les emplois qui ont été créés au cours de l'année 2017 s'élèvent à 35 360. Mais ceci, je le dis, je le répète encore, il y a des insuffisances. L'insuffisance énorme, c'est que ce dont nous sommes en train de parler, c'est ce que le ministère fait. Le ministère en charge de l'emploi fait. Mais en réalité, le ministère en charge de l'emploi est un ministère transversal qui doit également veiller à ce que les autres départements ministériels créent des emplois et collecter les informations liées à ces emplois. Nous sommes dans une dynamique. Quand nous sommes arrivés, ce système n'était pas opérationnel. Il ne l'est toujours pas d'ailleurs. Donc nous sommes dans une dynamique de créer un système qui permettrait de capter à la fois et les emplois créés par le secteur privé et surtout les emplois créés par le secteur public à travers les différents projets et programmes. En dehors de ceux qui sont recrutés par la fonction publique, tous les autres projets et programmes qui existent dans les ministères, qui fonctionnent de façon autonome, nous n'avons pas à ce jour pu capter l'information. C'est pour cela d'ailleurs qu'en perspective, cette même année, et il y a environ 2 semaines, nous avons lancé une enquête qui doit permettre donc de capter les emplois créés aussi bien dans le privé que dans le public depuis l'arrivée au pouvoir donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est-à-dire 2016-2017. Et parallèlement, nous sommes en train de développer un outil que nous allons mettre à la disposition des différents acteurs, aussi bien du public que du privé, pour pouvoir capter l'information. Parce que, comme on le dit, ces statistiques doivent nous permettre
de mieux gérer. Si on sait que dans les services publics ou les services privés, le besoin, c'est plus des mécaniciens, c'est plus des comptables, c'est plus des gens orientés vers l'ingénierie, alors on oriente nos formations vers là. Mais en dehors de ces statistiques qui peuvent nous éclairer, les choses deviennent compliquées. Donc voici la grande perspective qui doit nous permettre de mieux orienter nos actions en faveur de la lutte contre le sous-emploi et le chômage. Vous avez parlé de fonds. Les jeunes qui sont sans garantie, qu'est-ce qui est fait pour eux? C'était une préoccupation majeure des jeunes lors des États généraux et cette préoccupation est partagée. C'est vrai que quand on a beau être intelligent, quand on est né dans certaines conditions, dans certaines familles dites modestes, c'est assez difficile quand on te demande un certain nombre de choses. C'est pour cela que lors des États généraux, les jeunes ont fortement recommandé que cette question de garantie-là soit allégée. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas distribuer de l'argent sans garantie, soit. Mais il faut créer les conditions pour que ceux qui ne peuvent pas avoir les garanties puissent bénéficier de l'apport de l'État, de l'aide de l'État. C'est pour cela que nous avons suggéré que des dépôts de garantie de la part de l'État soient, que des systèmes de bonification des crédits, ça c'est les taux d'intérêt qui sont souvent élevés, soient mis en place. Et ces recommandations, nous sommes en train de développer les initiatives pour les mettre en œuvre. L'une des voies pour contourner cette difficulté, c'est mettre les jeunes en coopérative. Je parlais des jeunes que nous installons. C'est-à-dire des jeunes formés au métier qu'on installe, qu'on essaie d'installer à travers des kits. Mais pourquoi un jeune formé en ménagerie, un jeune formé en soudure, un jeune formé en plomberie, un jeune formé en maçonnerie ne se mettraient pas ensemble pour créer une coopérative qui va œuvrer dans le domaine de la construction? Ça serait une complémentarité. Et une fois qu'ils créent la coopérative, il y a beaucoup de facilités. Même notre réglementation dans le cadre des marchés public permet à un ministère ou une institution publique de contracter directement, sans appel à candidature, avec ces jeunes-là. Et une fois que vous êtes en coopérative, on peut, ce qu'on appelle les systèmes de crédit solidaire. C'est-à-dire que le fait que vous soyez en coopérative fait qu'on ne vous demande pas des garanties spécifiques. Ça veut dire que chacun est une garantie pour l'autre, tout en sachant que si un ne paye pas, les autres assument la responsabilité. Je pense que c'est l'une des voies qui doit nous permettre donc d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut qu'on l'a inscrit dans nos perspectives. Il faut que ces jeunes-là qui sortent également, qui veulent entreprendre, puissent bénéficier de ce qu'on appelle l'éducation financière d'abord. Puissent connaître ce que la réglementation dit. Parce que ce que je viens de dire, moi-même, c'est à la tête de ce ministère que je l'ai connu, je ne le savais pas du tout. Que quand tu es une coopérative, ou une association reconnue par l'État, ben, on peut faire contracter, donc sans passer par ces systèmes d'appel d'offres, entre griffes de gré à gré. Ça, c'est des options. Si nous formons les jeunes et on veut qu'il y ait des emplois, surtout dans ce ministère, par exemple, qui est le nôtre, qui formons des ménagers, je ne comprends pas pourquoi on va continuer à importer du matériel, puisqu'on forme des gens qui peuvent fabriquer ce matériel. Donc, c'est des réflexions que nous sommes en train d'engager et je pense que dans l'avenir, nous devrons pouvoir bouger là-dessus. Sinon, ça veut dire que nous-mêmes, on ne croit pas à ce qu'on fait. Que signifie concrètement le slogan « Un jeune, un métier » ? Le slogan « Un jeune, un métier » découle d'un constat qui nécessite une réponse. Le constat est que si vous prenez 100 Burkinabés, 100 jeunes aujourd'hui, ou 100 Burkinabés qui rentrent dans notre système éducatif, à la sortie, il n'y a que 4 qui savent pratiquer un métier. C'est-à-dire, autrement dit, notre système ne produit que 4 personnes sur 100 qui est immédiatement utile. Et ça, vous en verrez. Quand la plupart des gens sortent de nos universités, ils sortent avec une maîtrise en sciences éco, mais pour qu'ils soient utiles à l'administration, il faut qu'ils fassent un concours professionnel pour faire une formation avant de revenir pour être utiles donc, à notre système. Ça, il faut le changer. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut d'abord donner des compétences aux gens. Un jeune, un métier. Je n'ai pas dit un jeune, un emploi. Il faut d'abord que les jeunes aient des compétences et munis de ces compétences-là, ils peuvent maintenant se vendre. Si tu n'as aucune compétence, personne n'aura besoin de toi. Mais ça ne veut pas dire que l'emploi, nous l'avons mis de côté. Non. C'est pour dire que nous mettons un accent fort sur l'indication qui a été donnée par le chef de l'État à la formation, au développement des compétences. Parce qu'on est convaincu que quand quelqu'un est compétent,
Ailleurs, la fonction publique est un échec. Il y a des gens, dans leur formation, c'est quand ils n'ont rien à faire qu'ils vont à la fonction publique. Même chez nous, d'une façon ou d'une autre, ça apparaît comme ça. Ceux qui rentrent dans la fonction publique et qui ont des portes de sortie, ben, ils partent. Il y a très peu qui y restent. Parce que tout simplement, ils veulent y rester. Votre dernier mot. Mon dernier mot à la jeunesse tout entière, leur demander toujours d'aller rechercher l'énergie dans leur passé, même leur passé récent, qui je pense que tous ces efforts qui ont été développés durant ces 3 dernières années, c'est pour sortir le Burkina Faso de son sous-développement. Et pour sortir le Burkina Faso de son sous-développement, il faut bien entendu que chacun s'analyse, s'interprète et prenne des bonnes décisions qui consistent à être plus responsable. Merci, Monsieur le ministre. Chers téléspectateurs, c'était avec vous le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Dr Smaïla Ouedraogo.